Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kali. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info vendredi, c'est un premier numéro. Géopolis, titre Amos Mbayo, de la passion à l'action d'État. L'une des grandes innovations qu'amène le gouvernement Ilokamba est que plusieurs compatriotes auront l'occasion de s'exprimer dans les secteurs de leur passion au plus haut niveau en animant de domaines entiers en rapport avec leur technicité et compétences. On peut comprendre que cette stratégie va pousser les nouveaux promus. Moi, je veux dire, pas tout de suite oui. Je crois que c'est une lecture très sélective parce que quand on écrit ça, on prend M. Mbayo, on le met dans son secteur de passion. Ce n'est pas pour tout le monde. Regardez dans le secteur, dans tous les autres secteurs, il n'y a pas de la passion là-bas, que ce soit au niveau de l'UNC, au niveau de l'UDPS, au niveau du PPRD. Non, pas forcément. Au contraire, il y a des gens qui viennent découvrir. Déjà, ils vont apprendre au sommet de l'État, ce qui était peut-être un point assez négatif, mais on ne peut pas dire que c'est tout le monde. Non, on ne peut pas non plus dire que c'est la majorité parce qu'on n'a pas encore quantifié. Il suffit juste de nous dire qui se retrouve dans des secteurs et pour voir les secteurs de passion, c'est assez compliqué. Donc moi, je crois humblement qu'il faut peut-être aller cas par cas, comme le cas de M. Mbayo. C'est vrai, c'est un habitué du sport et qu'il est passionné du sport et qu'il va être ministre du sport. Ce qui est bien, mais il faut parler aujourd'hui d'une politique sportive. Au Congo, on en a besoin. La politique de notre sport est laquelle? Elle est orientée vers le football. Ça, il faut le dire. Mais même cette politique qui est orientée vers le football, c'est encore une politique amateur. On va dire, nous n'avons vraiment pas des infrastructures qui accompagnent une politique de football en termes internationaux. Regardez, le Congo se retrouve pratiquement nulle part s'il faut classer les infrastructures de sport. Vous allez vous rendre compte qu'il y a Mazembe qui essaye un peu de sortir le football congolais un peu de la honte. Mais quand on rentre dans le pays, on se rend compte que comment vivent les joueurs, on ne sait pas. Le secteur, les critères de recrutement, on ignore beaucoup. Les infrastructures en termes de stade, terrain, équipement de santé, équipement même de football, c'est compliqué. Aujourd'hui, nous avons des équipes de football qui ne sont pas encore des sociétés au sens propre. Non, mais c'est encore des histoires. On est encore en train de bricoler par-ci, de bricoler par-là. Combien gagne un joueur? C'est quand il est malade, comment ça se passe? Comment on l'a recruté? Il vient d'où le joueur? On vient de la maison, tout de suite aux équipes, alors qu'il n'y a pas d'école de foot au sens propre. Les écoles de foot équipées, il y en a peut-être 2 ou 3, mais au sens propre, il n'y en a pas. Donc, il y a vraiment un problème sérieux au niveau du sport. Il faut peut-être faire Moi, je ne parle pas des états généraux parce que ça, finalement, c'est déformé aujourd'hui. On en a fait dans tous les secteurs, les états généraux, mais ça n'a produit absolument rien parce que ces états généraux ressemblaient à des kermesses, à des endroits où les gens allaient prendre un peu d'argent. Mais quand on revient pour nous poser la question de nous dire, mais est-ce que nous avons vraiment des assises de réflexion? Est-ce que nous avons des ateliers de réflexion sur le sport congolais? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire la vie du sport, elle est à quel niveau? À quel niveau la vie du sport? Mais même alors, combien de sports nous voulons promettre dans les 5 ans? Ce mandat, ce quinquennat va promettre combien de disciplines sportives? Est-ce que le karaté va prendre l'ampleur? Est-ce que le judo va prendre l'ampleur? Regardez, au Congo, vous avez des sports, des disciplines qui remportent beaucoup plus de trophées, plus que les léopards de football, mais ces gens-là ne sont jamais connus. On ne les compte pas. Vous avez les tours cyclistes. S'il n'y avait pas ce monsieur Matata, on n'aurait pas connu. Je ne parle pas du Premier ministre, je parle de celui-là qui était dans cette discipline-là. Avant lui, il n'y avait pratiquement
pratiquement rien. Sur le volleyball aussi, parlons-en. Il y a des disciplines qui ont vu le jour dans peu de temps, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Vous avez les handball. Il y a de ces jeunes gens qui font des exploits dans les handball, mais ce n'est pas promu. Vous avez les volleyball, qui n'est pas promu, les tours cyclistes, mais c'est quasiment excentré dans un coin. Donc ici, je crois qu'il faudrait des assises, des vrais ateliers, des vrais débats, appeler les vrais professionnels pour réitérer les actions que nous avons fait en termes de football et aussi voir peut-être au niveau les sports de combat, comment faire. Aujourd'hui, le Congo ne peut pas se plaindre de ne pas avoir des athlètes professionnels, mais vous avez tous ces jeunes gens, de Koulouna, par-ci, par-là, mais des gens qui sont prêts à faire le sport. Et si vous regardez tous ces Koulouna-là, 90% ou 80%, si vous voulez, ont fait le sport. Mais ils ont fait le sport d'où? Le sport de la rue. Et si on pouvait avoir des championnats dans tous les quartiers, disons, dans toutes les communes, des championnats des quartiers, des championnats des rues, championnats de communes, on peut avoir des champions communaux et des vrais champions sur base d'un championnat vrai, un championnat fait dans les normes. Et quand nous avons déjà développé cette structure-là, quand nous avons finalement lavé la mémoire de beaucoup de personnes, essayer de donner la vraie version des choses. Parce que c'est là le problème. Aujourd'hui, qui va envoyer son enfant faire le karaté? Qui va le faire? Ça commence à devenir aujourd'hui, ça commence à changer un peu. Mais avant, le karaté était une exclusivité de voyous. Faire le judo, faire le karaté, c'est quelqu'un qui voulait prendre un mauvais chemin. Et j'ai vu les parents attaquer les enfants, empêcher les enfants de faire le sport, parce que pour eux, le sport était identifié comme une discipline des bandits et des voyous et des ratés de la société. Pourtant, ailleurs, le karaté, c'est une discipline honorable. Les gens font le karaté. Les parents accompagnent leurs enfants dans le bâche. Ils mettent leurs enfants dans les tatamis parce qu'ils savent que c'est là que les enfants peuvent encore grandir. Et l'esprit d'équipe, tolérance, esprit de discussion, de débat avec les autres, les échanges et tout, un peu d'ouverture, on l'apprend dans ces histoires-là. Mais si on pouvait juste élever un peu le débat, élever un peu le niveau, on n'aura peut-être pas le problème que nous avons rencontré aujourd'hui. Et ça se passe comme ça. Quand on est au niveau du football, regardez, mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous faisons de tous ces joueurs qui sont nés à Njolo, qui sont nés à Iboko, qui sont nés à Maïta, qui sont nés à Kouloubokou, à Lomela, à Lodja, qui sont nés à Sankourou, à Lubefu, Bato Babotami, na Vichumvi, na Babunga, tout ça, tous ces gens-là, na Minembo et tout, tous ces grands joueurs qui ne joueront jamais au football parce que l'État ne les a pas accompagnés. En réalité, l'État doit poursuivre la politique d'aller dénicher les talents partout où ils se trouvent. Mais il faut qu'il y ait des terrains de football, il faut qu'il y ait des agents qui vont dénicher les talents par-ci par-là. Parce que vous avez des grands joueurs qui vont mourir et qui ne pousseront jamais les ballons dans les très grands stades parce qu'il n'y a eu aucune politique de récupération. Ainsi, on parle dans Bango. Ainsi, on parle aussi dans handball. Vous avez il y a certaines provinces au Congo où vous ne trouvez même pas les handball. Oui, je peux parler même de l'Équateur. Si vous allez par exemple en Bandaka, vous ne voyez même pas un terrain d'handball. D'abord, qui va vous donner ce terrain d'handball là-bas? Il n'y en a pas. Alors, vous pensez vraiment que tous ceux qui vivent en Bandaka, il n'y a personne qui a des dispositions de faire l'handball. Mais peut-être que vous avez des champions d'handball là-bas, mais qui ne verront jamais le jour parce que l'État ou l'environnement est devenu un environnement qui absorbe les talents et qui empêche les gens d'évoluer. Et c'est assez compliqué, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, moi, je voudrais demander même aux journalistes, même à nos amis de sport et tout, de vouloir traduire en action la vision que nous avons sur le sport. Nous ne sommes pas venus accompagner l'Égypte, on n'est pas venu accompagner le Sénégal, on n'est pas venu accompagner le Ghana et les autres. Comment les autres pays ont fait pour quitter leur 10e position dans le classement, c'est là 20 ans, pour arriver aujourd'hui au sommet? Mais c'est parce qu'il y a eu une discipline, parce qu'il y a eu une discipline, un projet, une vision et surtout des actions. Je pense que nous pouvons construire un pays justement avec des idées, avec des projets, ça va nous aider. Voilà un peu ce que je pouvais parler au sujet de notre sport. En même temps, les infrastructures, c'est quand même assez déplorable. Je vous avais montré une image, c'était en Mbandaka. Vous avez vu les terrains de Mbandaka. Vous avez vu les terrains de Mbandaka. Je suis allé à Lubumbashi, je vous ai montré le terrain de Lubumbashi, le stade officiel. Je vous ai montré le stade, dans quel état ces stades se trouvent. Vous avez vu, nous sommes entrés jusque dans les laboratoires, on est allé voir là où les espaces médicaux et tout, mais c'était de la pourriture.
de la pourriture. Donc, aucune politique même de remettre les infrastructures existantes déjà en état. C'est extrêmement compliqué. Vraiment compliqué. Vous vous imaginez? Vous n'avez pas de stade. Les équipes au Congo n'ont pas de stade pour la plupart des cas. Lorsque vous allez chez Mazembe, vous trouvez qu'il a un stade. Bon, les autres équipes ont quel stade? Ils n'en ont pas pour la plupart des cas. S'il y en a des équipes qui ont des stades au Congo, des stades au sens propre, moi je ne connais pas beaucoup dans le football, mais je ne pense pas qu'il y en a 5 ou 10 qui ont des vrais stades, à l'image du stade du tout-puissant Mazembe. Alors, si vous n'avez déjà pas de stade, vous n'avez pas d'école de foot, vous n'avez pas une politique de la société, mais comment vous allez émerger? Comment vous allez recruter les gens? Je crois qu'il faut travailler là-dessus pour que ça marche. Ilunga et son gouvernement attendu face au député national, excusez-moi, la semaine prochaine. Les ministres de l'UDPS appelés à travailler pour les intérêts du peuple, présenté hier devant la base. Et j'en parlerai dans la deuxième partie, on en parlera. Révélation sur la rencontre des ministres FCC avec Kabila. En attendant, ceux de l'UDPS et l'UNC ont également été présentés à leur base respective. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. Kabila a reçu les ministres du FCC à Kingakati, les dessous des cartes. On parlera aussi à la deuxième partie. Kabound répond à Chadari et expose Fachi. La troisième partie, nous allons parler de la coopération Japon-Congo qui se fera prendre. Parlons de la première partie, mesdames et messieurs. Les ministres sont allés rencontrer leur autorité morale à Kingakati, comme c'est souvent l'habitude. Les gouverneurs étaient reçus là-bas, les députés nationaux là-bas, les députés provinciaux là-bas, et maintenant c'est le tour des ministres qui sont reçus là-bas. Il y a un problème qu'il faut expliquer au peuple congolais. C'est que d'abord, ce que le Congo est en train de vivre, c'est la première fois qu'il y ait une autorité morale, disons, une autorité, un chef de la majorité parlementaire en dehors des institutions de la République, dans la gestion bien évidemment, et un président qui n'a pas la majorité parlementaire, qui se trouve être dans les institutions. Et donc, ce cas nous présente un nouveau tableau qu'on n'a jamais vu. Et c'est fait maintenant que, avant, les ministres n'avaient pas besoin d'aller à Kingakati parce que leur président était président. Mais maintenant, ils doivent aller rencontrer leur président parce qu'il n'y a aucun problème. Encore qu'ils ne sont pas encore investis. Donc, en ce moment-là, ils sont des promus ministres, mais ils ne sont pas encore investis. Donc, ils ne peuvent pas poser des actes pour l'instant. Et chaque membre est allé rencontrer sa base, est allé rencontrer sa famille politique. L'UDPS, ses ministres ont été présentés à la base. L'UNC, ses ministres ont été présentés aussi à la base. Et le FCC a fait la même chose. Donc, de ce point-là, il n'y a aucun problème. Tout est en ordre. Mais maintenant, vous vous êtes rappelé que depuis un certain temps, on constate une panique dans un camp. Bon, la panique, peut-être c'est trop dire qu'on dise la panique. Mais ce n'est plutôt pas la panique, c'est plutôt question de se réarmer, de se réorganiser et de chercher la fidélité, bien évidemment, des autres. Il est vrai, M. Chadar, il a dit maladroitement, pas comme un homme d'État, il a dit comme un politicard ou comme un homme de la rue. C'est comme ça qu'il s'est finalement prononcé. C'est un peu comme M. Kabound aussi, pas comme un homme d'État, c'est vraiment comme un homme de la rue qui s'exprime. Et avec des mots et des phrases et des termes qui n'ont rien à voir d'une autorité, surtout charismatique, qui n'ont rien à voir d'un homme, d'un tribun, ben, on a comme l'impression que c'est ce que les Congolais aiment, malheureusement. C'est ce que les Congolais aiment. Personne ne se sent indigné de ce comportement-là. Et alors, donc, il faut maintenant que ces ministres-là rencontrent l'autorité morale du FCC. Moi, je dis toujours que l'autorité morale, c'est une conception d'escroquerie. Ça n'existe pas. Dans un pays sérieux, on ne peut pas parler des autorités morales parce que l'autorité morale dans un parti politique, c'est la loi qui régit ce parti politique-là. C'est les statuts qui, en principe, doivent être l'autorité morale. L'autorité morale, c'est les statuts. L'autorité morale,
c'est la discipline. L'autorité morale, c'est la conscience collective d'un parti. C'est ce qu'on appelle une autorité morale. Ça ne peut pas être un homme qui a des humeurs, qui a des faiblesses. C'est très dangereux quand vous avez un homme comme autorité morale parce qu'il peut, induire tout un parti à la dérive. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la dictature de la pensée unique pour la plupart des cas. C'est ce qui est fait à au FCC et puis dans certains partis. Mais bon, malheureusement, les opposants qui hier critiquaient la question de l'autorité morale, j'ai entendu aussi à l'UDPS, on a parlé de l'autorité morale qui serait Félix Tshisekedi. Ce qui est très grave pour un parti qui s'est battu pendant 37 ans pour combattre les antivaleurs, va aujourd'hui se permettre certains luxes d'avoir les propos indigestes comme les autres. Bon, on va dire que un peu c'est aujourd'hui la façon du Congo, mais on va peut-être aller au point de l'échanger. Les ministres sont allés rencontrer M. Kabila. Pourquoi ils sont allés le rencontrer? Parce que d'abord, il faut le dire, il est aujourd'hui un peu comme le chef des familles du FCC. Jusque-là, c'est normal. Mais il faut que lui aussi essaye de trouver les mots qu'il faut pour demander à ses députés, à ses ministres, de ne pas s'écarter de la logique d'abord de leur famille politique, ce qui est normal. Parce qu'il ne faut pas accepter des dissidences. Il ne faut pas encore permettre qu'il y ait encore des dissidences. Parce que si les dissidences continuent au niveau du FCC, le FCC risque de se vider. Donc il faut un rappel de troupes, un rappel à l'ordre et dire aux députés et aux ministres de ne pas partir, un peu comme la chèvre de M. Seguin, de ne pas demander à la chèvre d'aller brouter dans la montagne parce qu'il y a un loup dans la montagne. Et le loup de la montagne, c'est qui? Le loup de la montagne peut être le camp des Fachi, qui finalement peut programmer un rouleau compresseur de débauchage passif ou de débauchage silencieux. Vous ne sentez pas qu'on vous débauche, mais vous vous rendez compte que vous êtes pris par le débauchage. Alors donc, il faut une autre politique maintenant pour convaincre ceux qui sont au niveau du FCC de leur dire, écoutez, c'est un temps de turbulence, on est d'accord. On n'a peut-être pas pu donner à tout le monde le pouvoir comme il fallait. On n'a peut-être pas mieux réparti le poste dans le temps. On a laissé certains ministres faire 10 ans, faire 15 ans, alors qu'on pouvait alterner les gens pour permettre à ce que tout le monde puisse gérer. On ne l'a pas fait. On a plutôt été dans la promotion de l'iniquité, dans la promotion des injustices, dans la promotion de la déification du PPRD au détriment des autres partis qu'on n'a pas considérés. Alors, il est vrai que vous pouvez avoir l'idée de partir pour être mieux servi ailleurs. Parce qu'il est vrai que Félix Tshisekedi a dans son idée besoin de faire un deuxième mandat. Alors, comment va-t-il faire un deuxième mandat? Il faut qu'il essaye de pouvoir avoir autant de personnes autour de lui. Il faut beaucoup de gens autour du feu pour présenter le petit bâton, quoi. Les petits bâtons le bois de cuisson, il faut amener beaucoup plus de bois de cuisson et souffler ensemble pour garder et maintenir le feu du pouvoir. Et on ne peut le faire qu'en allant vers les autres. Mais il y a un problème, c'est que deux politiques sont différentes ici. La politique, la meilleure politique, c'est la bonne politique, c'est celle d'avoir l'adhésion des gens. Pas forcément de le débaucher. Parce que lorsque vous débauchez quelqu'un, vous lui faites des promesses. Et lorsque vous ne tenez pas des promesses, il va partir. Mais lorsque vous avez l'adhésion de quelqu'un, ce qu'il vient sans aucune promesse, parce qu'il pense que vous avez une très bonne tangente, vous êtes dans des très bonnes dispositions, et vous allez gagner les pouvoirs. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut finalement penser que les choses peuvent aller. Mais maintenant, de l'autre côté, vous avez le FCC qui pense comment faire pour revenir en 2023, ou si pas en 2028. Ils pensent eux aussi. Si nous ne venons pas en 2023 et qu'il n'y a toujours pas de possibilité, est-ce qu'on va faire? Parce que, il faut dire une chose, le FCC tient sur deux choses. Soit, ils reviennent en force au pouvoir en 2023, ça veut dire que Fachi a perdu, eux peuvent revenir. Soit, ils maintiennent l'alliance. Soit, ils maintiennent l'alliance. Ils se disent, nous allons aller dans cette alliance, il ne faut pas la perdre. Et la seule façon pour le FCC de garder l'alliance, c'est d'être majoritaire. Parce que le jour où le FCC perd la majorité, il n'y a plus besoin d'alliance. Parce que si le FCC a accepté l'alliance avec Cash, qui n'a pas beaucoup d'individus, qui n'a pas beaucoup de poids politique en termes parlementaires, c'est simplement parce qu'ils ont la plus grande institution de la République. C'est ce qu'on appelle une institution des validations de pouvoir et des validations des objectifs. Vous pouvez beau être majoritaire au Parlement, mais si vous n'avez pas la présidence, ça va être un peu un problème. C'est un peu comme si vous avez tout le corps, mais vous n'avez pas la tête. Et donc, vous avez besoin d'avoir la tête
pour faire de votre corps, donner une vie à votre corps. Il en est de même pour celui qui n'a que la tête, qui n'a pas de corps. Il a lui aussi besoin d'avoir le corps, peu importe lequel, mais il a besoin d'avoir le corps pour que ça fasse un ensemble. Et puis, petit à petit, vous pouvez commencer à changer des bras. Je change ma main, c'est comme un robot que vous faites. Vous avez déjà le corps du robot, mais vous n'avez pas la tête. Ça, c'est le FCC. Ils ont le corps du robot, mais ils n'ont pas la tête du robot. Il faut la tête du robot pour que ça fasse un corps. Alors que du côté du FCC, ils ont la tête du robot, mais ils n'ont peut-être pas l'ensemble du corps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir avoir le corps. Ils peuvent prendre n'importe quel corps et changer bras par bras, pied, jusqu'à ce que vous allez vous reconstituer un autre corps qui vous est propre. Mais maintenant, le problème, c'est que tout ça, le FCC est en train d'imaginer. Le FCC joue la carte de 2023, mais comme ils sont toujours en avance, ils jouent la carte aussi de 2028 pour regarder, pour essayer de voir. Est-ce que si nous travaillons bien avec le FCC, disons avec la Mouka, qu'est-ce que je veux dire, avec Cash, si nous travaillons bien, il est possible que la gloire revienne à Fachi, parce que c'est lui le président. Si aujourd'hui le FCC dit on va bien travailler pour le pays, on va donner des bons résultats, on aura un mandat à faire. En réalité, le problème, c'est que c'est Fachi qui dira ma vision a été respectée. En ce moment-là, lors de l'élection, Fachi peut se retrouver avec encore une fois la présidence parce qu'on n'aura plus besoin de les faire partir étant donné qu'il aura travaillé pour le peuple congolais. Je suis dans l'hypothèse où il travaille pour le peuple congolais et que le FCC accepte de travailler pour le besoin du peuple congolais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Fachi qui gagne parce que c'est sa vision qui aura gagné. Mais maintenant, tous les ministres qui auront mieux et très bien travaillé pourront eux aussi battre campagne en leur faveur pour dire « Moi, quand j'étais ministre, voici ce que j'avais fait ». Et sur base de ça, ils peuvent être élus. Or, si nous allons dans cette logique-là, la majorité, comme elle est du FCC, cette majorité sera récompensée dans les urnes. Et même alors, les députés qui sont là, qui vont travailler convenablement, dans l'idée d'échanger les choses, dans l'idée de contrôler les parlements, dans l'idée de faire un travail important, il ne fait pas que ces gens reviennent. Et peut-être qu'avec un changement de 20% ou de 30%. Or, la majorité du FCC, numériquement, le FCC est grand. Le FCC est beaucoup plus majoritaire. Donc, s'ils travaillent très bien maintenant, travailler bien maintenant, les gens ne le voient peut-être pas, mais si le FCC travaille convenablement, ils acceptent le leadership de Fachi et ils travaillent bien, Fachi aura gagné au niveau de la présidence, mais l'Assemblée nationale restera la même chose, ou presque la même chose. Parce que pourquoi on va révoquer les gens qui ont bien travaillé? Vous voyez dans l'hypothèse, comment ils vont changer les gens qui ont bien travaillé? Dans cette hypothèse, on pourra avoir 70 ou 60% de repris. Or, dans les 60% des repris, il est fort probable que vous ayez encore 30% du FCC et 30% des cash et peut-être 40% de nouveaux. Et dans les nouveaux, certainement, il y aura ceux de la Mouka, il y aura ceux de cash et il y aura ceux du FCC. Et si on fait un petit calcul, vous vous rendez compte qu'en 2023, nous pouvons encore nous retrouver avec au moins 40% de ceux du FCC et 60% des autres partis. On peut aller dans ce sens-là. Mais si l'UDPS travaille aussi dans le sens convenable, les députés de l'UDPS peuvent aussi faire mieux. Ce qui veut dire, en 2023, on peut avoir une assemblée constituée à 40% ou 35% ou 40%, je veux dire, de l'UDPS, c'est-à-dire des gens de l'UDPS ou de la mouvance, et vous avez peut-être 20 ou 30% du FCC et 30 autres pourcents, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait les calculs, si on a peut-être 20 ou 30%, on peut avoir d'autres courants politiques. Ce ne sont que des analyses jusque-là stériles qui peuvent nous pousser à comprendre ces choses-là. Parce que la réussite de ce gouvernement, ça va être attribué bien évidemment à Fachi, mais aussi au FCC. En ce moment-là, les autres adversaires seront court-circuités. Mais il y a beaucoup plus de probabilités que cette analyse ne soit pas vraie. Parce qu'il faut voir aussi le FCC. Est-ce que le FCC voudra que Fachi gagne et qu'il réussisse? Est-ce qu'ils ne mettront pas des cranks en jambes? Est-ce qu'ils ne vont pas venir avec l'idée du pourrissement? Mais s'ils viennent dans la logique du pourrissement, c'est vrai, Fachi aura des problèmes, mais eux aussi auront des problèmes parce que finalement, tout le monde sait aujourd'hui que la majorité au Parlement, c'est eux, la majorité à la territoriale, c'est eux, et qu'au niveau des assemblées provinciales, c'est encore eux, au niveau du gouvernement, l'exécutif, c'est encore eux. Donc, l'échec sera partagé. Et ça sera partagé. Mais il y aura quelqu'un qui paiera le prix le plus fort. Ça va être Fachi. Donc, au regard de toutes ces choses, il y a des politiques qui se dessinent, des visions qui se dessinent au niveau des Kingakat. Il faut rassurer leur autorité morale qui ne vont pas partir. Vous avez suivi, n'est-ce pas, M. Chadari qui dit qu'ils ont signé 3 documents. Alors, ces 3 documents disaient quoi?
Ces 3 documents prenaient quoi? Ces 3 documents étaient portés sur quoi? Au regard de toutes ces inquiétudes, on se dit, mais est-ce que les ministres vont obéir au leadership de Fachi ou ils vont obéir au leadership du FCC? Quand on dit ils vont obéir au leadership du FCC, c'est bien facile de le dire. Mais maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? La seule chose à faire, c'est que le président de la République doit incarner la présidence. Doit incarner le leadership du président de la République. Ça veut dire celui qui garde la loi. Celui qui ne se tait pas quand une loi est violée. Celui qui ne se tait pas quand certaines incongruités se font. C'est ça ce qu'on a, c'est de ça dont on a besoin. Alors, si le président va se comporter comme quelqu'un qui va laisser passer certaines choses, eh bien, il laissera passer certaines incongruités qui vont lui coûter cher. Voilà un peu, moi, mes petites inquiétudes, mes petites analyses. Je veux le dire de la même manière. Il faudrait tout simplement que le gouvernement comprenne que l'intérêt du peuple est beaucoup plus important. Nous circulons dans les routes où il n'y a pas PPRD, où il n'y a pas MLC, où il n'y a pas SID. Ce sont des routes qui nous profitent à nous tous. Ça veut dire quand on vous nomme comme ministre des infrastructures, ayez dans l'idée que les routes que vous faites sont des routes qui nous seront tous profitables. Si ces routes sont mauvaises, nous allons tous payer le prix. Parce que quand les gens tombent malades et qu'ils doivent aller à l'hôpital, il y a aussi un facteur important, c'est la qualité de route. Si la qualité de route n'est pas bonne, vous risquez de faire beaucoup plus de morts avant qu'ils arrivent à l'hôpital dans les cas d'urgence. Parce que les routes sont en mauvais état. Comment voulez-vous que les gens évoluent? Si vous avez des mauvaises routes, vos élèves iront toujours à l'école en retard. Et tous les travailleurs de l'État viendront toujours en retard parce que la route elle est mauvaise, il faut ralentir un peu et ça nous prend le temps. Donc quand on vous nomme un ministre des infrastructures, vous devez avoir dans l'idée le service du peuple. Ça veut dire je travaille pour l'intérêt du peuple. Quand vous arrivez, vous vous rendez compte, pour ce qui est du ministère des infrastructures, vous vous rendez compte que nous avons 270 km² de route à relier. Comment je fais? En tant que ministre des infrastructures, qu'est-ce que je fais? Je propose des plans. Je me dis, nous allons faire des bonnes choses, nous allons travailler. Quand vous êtes ministre de la Santé et que vous êtes de l'UDPS, on n'a pas besoin de votre militantisme, nous avons besoin de votre savoir-faire. En termes de la santé, c'est quoi la politique de la santé publique qu'il faut appliquer au Congo? Comment nous allons faire les choses? Parce que si nous n'avons pas une bonne politique de la santé publique, on est en train de nous tuer parce que 25 ans plus tard, les Congolais qui vont devoir gérer le pays seront tous malades. Ils seront tous malades, ils auront des cirrhoses de foie, ils auront tous des diabètes, ils auront des problèmes. Et on ne pourra jamais régler la chose. L'espérance de vie va être impactée. Et donc, quand on est ministre de la Santé, on doit se défaire un peu de son parti politique et regarder la bonne direction. C'est ainsi que nous demandons à ce ministre-là, que vous soyez du FCC, que vous soyez du PPRD, que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez de l'UNC, vous avez d'abord comme premier chef le peuple. C'est le peuple qui est votre chef en premier. Parce que l'article 74 de la Constitution vous lie, vous tous, qui vous demande de comprendre que vous êtes les serviteurs du peuple et que vous devez travailler pour l'intérêt du peuple. Que chacun dans son ministère comprenne qu'il va écrire sur un livre d'or ce qu'il voudra que les gens lisent et retiennent de lui. Est-ce la mégestion ou la gestion rationnelle? Est-ce que vous voulez qu'on garde de vous le souvenir de ceux qui étaient des pantins de certains hommes ou vous voulez qu'on garde de vous des hommes d'État? Parce que dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire d'une république, l'exécutif a toujours eu le choix de changer le pays ou de le maintenir dans le chaos. Et quand on dit amener le pays dans le développement, c'est faire beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup se dépasser. C'est parfois violer l'idée, violer parfois certains ordres des partis politiques. Parce que lorsque les partis vous envoient des noms des gens qu'il faut nommer dans les départements, et que si vous vous rendez compte que ces gens-là n'ont pas de niveau, vous devez violer la loi, vous devez désobéir à un ordre manifestement illégal pour ne mettre en place que des compétents pour amener le pays en avance. Nous devons tous, de façon unanime, rendre un culte à la méritocratie, au savoir-faire, à l'intégrité, à l'équité, à la justice, à la vérité, à l'honnêteté, au partage, à la compassion, à la grandeur, à la justice, à la bonne gouvernance, à l'ordre, à la discipline, à l'amour du prochain.
Nous devons tous vouer le culte à la culture de l'excellence. Nous devons avoir la culture de l'excellence et le goût d'un travail bien fait. Nous devons cultiver ces valeurs-là si nous voulons que le Congo se développe. Mais si nous continuons à rester des lieutenants de partis politiques, des militants, même quand on est ministre, ça va être compliqué. Chers ministres, évitez-nous des propos comme quoi, sous l'impulsion du chef de l'État, sous l'impulsion du chef de l'État. Nous savons que vous êtes là sous son impulsion. Vous n'avez pas besoin de nous répondre, de nous rappeler ça continuellement. C'est indigeste quand un ministre vient dire c'est dans l'intérêt, comme la vision de notre autorité morale du FCC et la vision du président de la République. On n'a pas besoin que vous puissiez nous rappeler cette alliance qui, pour nous, est indigeste. Gardez ça pour vous, travaillez pour le peuple, on n'en a plus. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin qu'un ministre vienne nous dire nous sommes là parce que le président veut. On sait tous que vous travaillez pour le compte du pays et vous êtes sous le leadership du président. On n'a pas besoin que vous puissiez nous le rappeler. Je trouve mal un ministre qui vient vous dire on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Un peuple n'a pas besoin que le chef l'aime. Un peuple a besoin que le chef travaille pour lui. Point barre. On n'a pas besoin que Tommy proclame amour, on n'a pas besoin. Gardez votre amour pour vous. Tout ce dont on a besoin, travaillez pour l'intérêt du peuple. Tout ça, la pour ça, ministre Mogala Telamba Fachi, ministre Mogala Telamba Kabila. On n'en a pas besoin. Ça ne va pas nous aider, ça ne nous avancera en rien. Ce culte de personnalité, vous devez les garder chez vous. Attendez lorsque vous allez faire des matinées politiques. Mais quand vous gérez la question de l'État, vous êtes sur terrain. Mais attendez, on de la ministre UDPS. Olata Moniere Baché Elonga Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Pourquoi? Olata Elamba Elonga Fachi. Pourquoi? Quand tu es ministre, tu es un homme d'État. Dans ton comportement, on doit sentir qu'il y a un changement. On ne doit pas voir des Babylon qui à l'époque. Ce n'est pas normal. Surtout la gestion haute nous voulons des ministres responsables. Et moi, si j'étais conseiller du président, je demanderais même sirène, surtout quand le problème est encore au Congo. On a encore des problèmes, on n'a pas besoin de vos sirènes. Parce que les sirènes nous rappellent votre enrichissement illicite, ça nous rappelle votre incompétence, ça nous rappelle votre jouissance. Je suppose qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui travaillent dans le silence et qui font les exploits dans Nakatia Makambunyoso. Nous avons besoin que le travail fasse le bruit pour vous et non que vous puissiez faire le bruit à la place du travail. Voilà ce dont on a besoin. Voilà la vision qu'on a besoin. Le Congolais attend de ça. Donc, mesdames et messieurs, il faut dire au ministre, que ce soit du FCC, de l'UNC ou de l'UDPS, le peuple ne fera aucune distinction et le peuple ne sera pas clément. Le peuple attend le résultat et vous dira ce qu'il faut vous dire à la fin. Puisse Dieu vous bénir tous. Enregistrez-vous, abonnez-vous, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apollo ça et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Apollo ça. On na bacha bani na kanya. Na lemo na kekuna. Na kekuna. Là-bas. Ah! On nous demande un orange na. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours au Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.